Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Voici les titres de ce journal. Une actualité marquée par du sport, bien évidemment, du tennis et Valentin Vachereau à Indian Wells. La 4e place de Charles Leclerc au Grand Prix de Chine et la victoire de l'AS Monaco face à Brest. Hier, vous saurez tout des derniers résultats du week-end. Il s'appelle Evan Proth, il a seulement 10 ans et a déjà l'ADN d'un compétiteur. Ce jeune pilote de moto va participer à ses premiers championnats de France prochainement. Nous l'avons rencontré. J-1 avant la proclamation du palmarès du guide Michelin 2026. La cérémonie aura lieu pour la première fois à Monaco. Le directeur du guide gastronomique, Gwendal Poulnek, sera notre invité ce soir. Et puis connaissez-vous Robert Cahen? Il est considéré comme un pionnier de l'art vidéo. Il sera à l'honneur lors du prochain rendez-vous de l'Institut audiovisuel de Monaco. Estelle Massé, responsable de l'action culturelle à l'Institut, vous en dira plus. Nous ouvrons une page sport pour débuter ce journal avec les derniers résultats du week-end. En tennis, malheureusement, la belle histoire n'aura pas eu lieu du côté d'Indian Wells. Valentin Vachereau et son cousin Arthur Rinderknecht se sont inclinés en finale du Masters 1000 face à la paire Guinard-Andreozzi, 7-6, 6-3. Ce soir, on a tous les deux perdu. La dernière fois, j'étais tout seul, a déclaré Arthur Rinderknecht à l'issue de la rencontre, en faisant référence à la finale du Masters de Shanghai remportée par Valentin Vachereau en octobre dernier. Charles Leclerc termine au pied du podium du Grand Prix de Chine. Le Monégasque s'est dit satisfait de sa course, lors de laquelle il aura livré un duel intense avec son coéquipier Lewis Hamilton, qui lui finit 3e. Le Grand Prix de Chine aura été marqué par la victoire de Kimi Antonelli. L'Italien devient le 2e plus jeune vainqueur en Formule 1. En football, l'AS Monaco poursuit sur sa bonne dynamique après sa victoire 2-0 face à Brest hier. À 8 journées de la fin, le club de la Principauté peut continuer de croire. Alors bonsoir Christophe Pacaud, vous avez assisté à cette rencontre au Stade Louis II. Pour l'heure, on peut dire qu'au bilan comptable, tous les indicateurs sont au vert. 5e match victorieux pour l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli, le coach comblé aujourd'hui, qui sait ce qu'il lui reste à faire quand même d'ici la fin du championnat, et 2 matchs très difficiles. Tout d'abord à Lyon, puis contre Marseille après une trêve internationale ici à Monaco. J'aime le répéter parce que c'est la réalité, on revient de très très loin. Donc on ne peut pas avoir la prétention maintenant de dire qu'on doit viser telle ou telle place. On verra déjà demain à quelle situation au niveau du classement on va se situer. Mais on peut juste avoir la prétention de dire qu'on veut continuer notre série et qu'on fera les calculs fin d'année. Mais on sait que si on continue, forcément, on peut être ambitieux sur ce qu'il y a devant nous. Mais le passé pas très lointain doit nous permettre de garder les pieds sur terre et d'avoir une éthique de travail qui est basée sur la rigueur et tout simplement sur l'état d'esprit collectif. Oui, du travail bien fait. Dans la continuité des matchs, par exemple, face au Paris Saint-Germain, un but par mi-temps. Balogun tout d'abord en première, toujours opportuniste. Et puis en deuxième, le Tsar. C'est vrai que Golovin a été là, lui aussi au bon moment, avec, tenez-vous bien, en 200 matchs de Ligue 1, son 35e but. Et une défense toujours bien présente, avec un gardien qui a changé pourtant. Après Keun, c'est Radecki. Et en défense, on a joué tranquille pour un score, comme on appelle ça en football, un clean sheet, pas de but encaissé, pour le plus grand bonheur d'un homme tout sourire hier soir, le défenseur Wout Faes. Je pense que c'est un match complet dans tous les aspects. Je pense qu'on a été très, très efficace dans les deux surfaces. On a peu pris d'occasion et puis on s'est créé pas mal d'occasions. Donc en général, c'est un très bon match. Déjà, le match de ce soir, c'était un match piège, tu vois. Si on ne gagnait pas ce soir, je pense que ça aurait été difficile. Mais là, comme vous dites, on peut être ambitieux, mais on sait d'où on vient, tu vois. C'est pas parce que là, on a fait quelques bons matchs et une bonne série qu'on va commencer à voler ou avoir la tête dans les nuages. Il y a un pacte dans le vestiaire, on dit on perd plus, on fait même plus match nul, on gagne tout. On dit pas ça, on veut gagner chaque match, mais c'est vrai que là, la dynamique, elle est très bonne. Et encore 8 rencontres pour aller au bout du pari, remonter le plus haut possible dans cette course à l'Europe. Ça commence le week-end prochain, un déplacement face à Lyon, ensuite trêve internationale et puis un gros match bien sûr à la maison, ce sera contre Marseille.
Oui, de belles affiches en perspective, merci Christophe. De son côté, la Roca Team n'a pas eu la même réussite sur son parquet. Avec seulement 7 joueurs pros et 3 espoirs et privé de Mike James blessé, l'équipe entraînée par Sergueï Gladir en championnat a chuté face à Nancy. Défaite 86-94, il s'agit du 3e revers de la saison pour les Monégasques en Betclic Elite. Nous vous proposons à présent de faire plus ample connaissance avec un jeune passionné de sport à l'avenir prometteur. À seulement 10 ans, le monégasque Evan Prot porte haut les couleurs de la principauté dans les compétitions de moto. Dans moins d'un mois, il participera à son premier championnat de France. Sarah Nkari et Jean-Alexandre Dordet l'ont rencontré. Il ne passe presque pas un jour sans qu'il ne monte sur une moto. Evan Prot est ce que l'on appelle un véritable passionné. Il est tombé dedans à l'âge de 3 ans au guidon d'une mini-moto électrique qu'il avait à la maison jusqu'au jour où... Il nous a demandé pendant des vacances de partir faire un peu de cross dans les Landes, sur du sable. Du coup, on l'a accompagné et un jour il a dit pourquoi pas à la vitesse. Et du coup on l'a inscrit à des stages pour en arriver donc l'année dernière au mois de mars à faire la Ligue Provence. C'est donc aux côtés de son papa, lui aussi mordu de moto et devant ses sponsors qu'Evan a dévoilé cette première machine, une moto avec laquelle il attaquera le championnat vitesse de Provence le week-end prochain, compétition à laquelle il participe pour la seconde fois. Mais cette saison marque surtout une grande première. Le pilote prendra également le départ du championnat de France qui débute en avril et le moins que l'on puisse dire, c'est que malgré son jeune âge, il rêve grand. On espère en Provence faire top 1 et en France top 5. Comment est-ce que tu appréhendes cette course-là ? Dur et difficile, je pense. Très difficile. À seulement 10 ans, Evan a devant lui un avenir prometteur. Il fait la fierté de son entourage et du motoclub de Monaco, dont il est sur les 17 licenciés, l'unique monégasque. Avec ses parents, nous l'encourageons et évidemment grâce à la participation essentielle du gouvernement princier ainsi que de la mairie de Monaco, nous pouvons continuer cet élan et l'engager sur les chemins qui l'attendent à coup sûr et les chemins les plus hauts. Entre école, entraînement et compétition, Evan poursuit sa progression à toute vitesse. Beaucoup voient en lui l'un des espoirs de la moto monégasque. Un chiffre à présent, 13, c'est le nombre total d'étoiles que comptabilise la principauté au guide Michelin. Alain Ducasse, Yannick Aleno, Marcel Ravin, Christophe Cussac ou encore Antonio Salvatore, des chefs qui font rayonner Monaco à l'international et qui sont associés au célèbre Livre Rouge. Le guide Michelin livrera son palmarès 2026 demain au Grimaldi Forum et son directeur est notre invité ce soir. Bonsoir Gwendal Poulenec. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir à quelques heures de la cérémonie du guide Michelin à Monaco. C'est la première fois que cette cérémonie va avoir lieu ici en Principauté. Qu'est-ce que cela représente pour vous et pour le célèbre Guide Rouge ? Ça fait en effet plusieurs années que le Guide Michelin délocalise son événement de révélation des palmarès de l'Hexagone. Et nous sommes ravis cette année d'être à Monaco où l'ensemble des chefs des restaurants étoilés de France sont en train de nous rejoindre pour assister à l'événement de révélation demain. Oui, on dit souvent que la Principauté est une référence en matière de haute gastronomie et puis on n'a jamais vu autant d'étoiles au kilomètre carré sur un territoire. Eh bien oui, je vous confirme que Monaco est une destination gastronomique internationale avec une très forte proportion d'établissements étoilés au rapport de sa surface. Et Monaco fait aussi partie intégrante de l'histoire du guide Michelin puisque depuis 1900, Monte-Carlo figure dans la sélection du guide. Alors vous l'avez dit, Gwendal Poulenec, les grands talents de la gastronomie seront donc à Monaco pour la proclamation de ce palmarès 2026. Sur quels critères sont attribués ou retirés les précieuses étoiles ? Alors les étoiles du guide Michelin sont attribuées sur les mêmes critères universels partout dans le monde, que ce soit en France, à Monaco, au Japon ou aux États-Unis. C'est la qualité des produits, la maîtrise des techniques de cuisine, l'harmonie des goûts et des saveurs, la personnalité du chef qui s'exprime dans l'assiette et bien entendu la régularité dans le temps et sur l'ensemble de la carte.
Et ces étoiles peuvent changer des carrières. Alors ces étoiles ont évidemment un impact très important pour l'économie du restaurant, mais elles sont aussi importantes dans la trajectoire d'un chef, dans sa reconnaissance. Et au-delà de l'impact sur le restaurant lui-même, l'étoile peut changer l'image d'une destination et créer tout un écosystème qui fait figurer le lieu sur la carte gastronomique du monde. Et est-ce que le guide Michelin a toujours autant d'influence qu'avant ? Alors je dois vous dire que le guide Michelin continue à s'étendre dans le monde puisque nous couvrons aujourd'hui plus de 70 destinations gastronomiques et donc son influence est grandissante, en particulier auprès des jeunes générations. Et au-delà du restaurant, le guide Michelin couvre désormais l'hôtellerie au travers de ses recommandations et couvrira bientôt également le domaine du vin. Il reste donc une référence et depuis plus de 120 ans, ce guide a vu évoluer la gastronomie. Comment la qualifier aujourd'hui ? Qu'est-ce qui la caractérise ? Il faut voir qu'il y a un véritable essor gastronomique mondial, mais que l'Europe et en particulier l'Hexagone, la France et Monaco restent des territoires gastronomiques très riches et extrêmement dynamiques. Et vous verrez demain que cette dynamique se prolonge, qu'il y a beaucoup de projets entrepreneuriaux, de nouveaux chefs qui se lancent pour établir des restaurants qui soient le reflet de leur personnalité et qui deviennent aussi de vrais projets de vie. Donc pour les gastronomes de France, de Monaco et du monde, plus que jamais, il y a de belles occasions d'aller découvrir les restaurants. Et puis le guide a intégré aussi les enjeux de notre temps, avec l'étoile verte notamment. Alors tout à fait, le guide Michelin continue à promouvoir les initiatives des restaurants qui sont engagés en faveur de la transition gastronomique. Et on le voit à la fois de plus en plus de diversité, de sincérité et d'engagement dans les projets des jeunes chefs qui voient le jour partout dans l'Hexagone. Eh bien, nous avons hâte déjà de découvrir le palmarès du guide Michelin France-Monaco 2026 et si nos chefs monégasques vont aussi se distinguer. On rappelle que la cérémonie sera à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 16h55. Merci Gwendal Poulnec d'avoir été notre invitée ce soir. Merci beaucoup et bon appétit à tous. Clap de fin pour les Sérénissimes de l'humour. L'événement a clôturé sa 20e édition avec une habituée du festival, Noël Perna. Elle a retrouvé la scène monégasque et son public en présentant son spectacle Mado fait son cabaret avec, vous allez le voir, une entrée fracassante. On l'écoute au micro d'Émilie Flamin. C'est important pour moi parce que c'est ma région, avec mon public, qui ne me voit pas souvent puisque je suis en tournée nationale. Donc c'est un moment de partage important et de retrouvailles, je dirais. C'est le public que j'ai depuis toujours. Puis je suis venue tellement de fois au Sérénissime, dans d'autres salles aussi de Monaco. Donc j'ai vraiment un public qui attend, quoi. Ils connaissent Mado tellement bien, c'est le 6e spectacle de Mado, donc l'intérêt c'était de les surprendre. Et là, j'ai d'autres artistes avec moi, et donc on retrouve Mado dans des situations nouvelles qu'on n'a pas, dans lesquelles on ne l'a pas vu avant. C'est ça qui est intéressant aussi. Puis moi, ça m'amuse plus aussi. Je partage la scène avec des danseurs, musiciens, comédiens. Et c'est un grand bonheur parce que c'est la suite de notre histoire. Ce sont des artistes que j'ai suivis dans mon théâtre des oiseaux et dans mon bar des oiseaux où j'avais une petite scène. Donc on a une histoire commune et on a vraiment une grande cohésion et un même esprit tous ensemble. Lui aussi s'était produit sur les planches du Grimaldi Forum mais aussi au théâtre Princesse Grace. Nous avons appris aujourd'hui la disparition de Bruno Salomon, l'acteur révélé aux côtés de Jean Dujardin et d'Éric Collado dans la troupe Nous c'est nous, avait connu un grand succès dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Il avait d'ailleurs reçu une nymphe d'or en 2009 au Festival de télévision de Monte-Carlo pour son rôle de Denis Boulet. En juin 2023, Bruno Salomon nous avait confié son plaisir de venir en Principauté, un endroit où il se sentait bien. Il s'est éteint à l'âge de 55 ans.
L'Institut audiovisuel de Monaco s'associe au festival Printemps des Arts. Il propose ce mercredi à 19h une projection rencontre intitulée « De la musique à l'image en mouvement » en présence de l'artiste Robert Cahen, un pionnier de l'art vidéo. Pour en savoir plus, Fabien Bonilla reçoit ce soir Estelle Massé, responsable de l'action culturelle à l'Institut audiovisuel de Monaco. Estelle Massé, bonsoir. Bonsoir Fabien. Dans la petite salle, il va être question le mercredi 18 mars de musique et de mouvement, et tout cela dans le cadre du Printemps des Arts. Expliquez-moi ça. Oui, il faut à mon avis. Ouais. Effectivement, pour cette nouvelle édition du Printemps des Arts, on a souhaité leur faire une proposition à Bruno Montavani et son équipe d'inviter Robert Cahen. On aurait pu le faire l'année précédente parce qu'il s'est illustré il n'y a pas si longtemps avec une pièce magistrale qu'on va présenter lors de cette édition autour de Pierre Boulez. Et vous vous rappelez que l'édition précédente était dédiée à ce grand artiste. Exactement. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a une édition thématique que quelques temps plus tard, on ne peut pas faire des rebonds. On prolonge. Et donc, ça sera en présence du directeur artistique du Printemps des Arts, mais aussi de l'artiste Robert Cahen. Oui. Qui est-il ? Alors, l'artiste Robert Cahen. Robert Cahen, c'est un des plus grands pionniers, enfin un des pionniers de l'art vidéo français. Ouais. Il est né en 1945, donc il est plutôt jeune. Il a une belle carrière d'une bonne cinquantaine d'années de création. Et c'est ce qu'on appelle un vidéaste. Il fait de l'art vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une formation vraiment fondamentalement musicale. Il a été formé notamment auprès de Pierre Schaeffer au Conservatoire national, au Conservatoire de Paris. Et donc c'est sa formation et il est venu à la vidéo, au film, un peu par la photographie qu'il pratiquait, mais surtout par les outils électroniques qui commençaient à arriver dans la création contemporaine, dans la création musicale, où il était avec Pierre Schaeffer. Mais Pierre Schaeffer est aussi quelqu'un qui a été un grand chercheur et musicien, compositeur, qui a été appelé par l'ORTF, donc je vous parle de la télévision à ses tout débuts, pour créer un service de recherche à l'ORTF, notamment pour ces nouvelles machines technologiques électroniques de l'époque. On était sur les prémices des synthétiseurs, en fait, de la musique on est à électronique. l'époque où l'ORTF sort les Shadocks. D'accord. Voilà. Et là, qu'est-ce que l'on va écouter avec cet artiste Robert Cahen ? Est-ce que c'est mélodieux ? C'est complètement folklore, ça va décoiffer, c'est quel style ? Qu'est-ce qu'on va écouter ? C'est marrant parce que vous me parlez d'écoute, alors que je vous propose une projection de film quand même. Ça sera la question d'après. Ah oui. Mais quel est le style musical, son style musical en tout cas ? Son style musical, c'est comme Pierre Schaeffer, c'est de la musique concrète. D'ailleurs, c'est Pierre Schaeffer qui a donné ce terme-là. Et la musique concrète, c'est en fait aller puiser dans les sons du quotidien, les capter avec ces nouveaux outils électroniques, les magnétos, et les travailler pour leur faire ressortir toute la musicalité qu'on peut y avoir dans leurs valeurs musicales premières. Mais c'est mélodieux ? Bien sûr que c'est mélodieux. Bien sûr. Et on parle des images maintenant, il va y avoir aussi 6 courts-métrages, sans peut-être tout détailler, qu'est-ce que l'on va voir ? Alors justement, je me dis, tiens, comment présenter ces quelques films ? Je trouve qu'il y en a qui sont un peu anecdotiques et franchement très marrants aussi. Il y en a, par exemple, il y a des cartes postales vidéo, c'est sublime. Il y en a des locales. Et il y a aussi, alors là, carrément, ce que j'appellerais des pièces symphoniques. Parce que tant il y a une épaisseur visuelle et une composition sonore fait des sons qui sont assez époustouflants. Je pense à la pièce principale qui dure 20 minutes, qui s'appelle Hong Kong Song, donc le chant de Hong Kong. Parce que j'ai oublié de dire que Robert Cahen est quelqu'un qui voyage énormément. Il va dans les pays et depuis des décennies, donc il ramène non seulement des images et des sons qu'il retravaille après. Il dit souvent que ce qui l'intéresse avec la vidéo, contrairement à la matière film, c'est qu'avec la vidéo, on peut retravailler les images derrière. Un peu comme en musique concrète, on retravaille les sons pour les faire, pour un nouveau discours, pour faire aller son imagination. Et bien en attendant, de la musique à l'image en mouvement le mercredi 18 mars dans la petite salle de l'Institut à 19h. Merci Estelle. Merci beaucoup.
Ce journal touche à sa fin. Un mot avant de nous quitter pour vous annoncer la sortie d'un nouveau numéro de Monaco Info, le podcast. À partir de lundi, vous pourrez en savoir plus sur Guillaume de Sardes. Le commissaire de la dernière exposition du NMNM s'est livré au micro de Geneviève Berthy sur son travail et son parcours passionnant. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité, y compris le week-end. À suivre les prévisions météo encourageantes de Sarah Inkari. Demain, vous retrouverez Patricia Navarro à la présentation de votre JT. Puis n'oubliez pas, la cérémonie du palmarès du Guide Michelin 2026, c'est en direct sur Monaco Info. Demain, à partir de 16h55, avec aux commentaires Christophe Paco et Théo Schumer. Très belle soirée à tous. Bonsoir à tous, il est de retour, le soleil a refait son apparition cet après-midi et il continuera à briller dans le ciel de la Principauté demain. Les températures remonteront également, on attend 11 degrés en matinée et jusqu'à 17 au meilleur de la journée, c'est-à-dire entre 14 et 15 heures. Ce lundi, pensez-y, nous fêterons les Bénédictes, un prénom qui signifie, comme son dérivé Benoît, bien dit. Allez, belle soirée avec nous sur Monaco Info.